Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cet autre délire littéraire, cette présentation animée par Pouce Carré, donc avec Anne-Marie Fortin et moi-même, Nicolas Aumet. Bienvenue pour une autre présentation de livres, toujours pour le niveau primaire, les niveaux du primaire, je devrais dire. Cette fois-ci, on a le plaisir de vous plonger dans le catalogue étonnant des éditions scolastiques. Une maison d'édition qui est là depuis très, très, très longtemps, qu'on pense bien connaître et pourtant qui étonne encore toujours avec des nouveautés qui sortent du cadre, qui sortent de ce qu'on aurait pu s'attendre. Des livres qui nous font réfléchir, des livres importants aussi et qui, de toute évidence, ont leur place dans toute bibliothèque, soit bibliothèque publique, d'école ou même de classe. Anne-Marie et moi, nous allons parler de plusieurs titres. Évidemment, ce qu'on aimerait le plus, c'est de pouvoir vous lire tous les livres. Malheureusement, il faut faire des choix, mais heureusement, ça veut dire qu'il va toujours avoir des livres à lire. On ne sera jamais en manque, ce qui est une bonne chose pour des gens comme vous et moi. Je vais commencer par vous présenter quelques Nicolas, albums. Oui, pardon, Anne-Marie. écoute-moi, je t'interromps déjà parce que avant que tu commences avec la présentation de livres, on a comme organisé des choses en cachette pendant que tu n'écoutais pas, pendant que tu parlais, en fait. Alors, on a dans la salle Isabelle Villeneuve, qui est déléguée pédagogique aux éditions scolastiques. Je pense qu'on pourrait peut-être lui laisser une petite minute parce qu'ils ont de nouveaux services pédagogiques. Puis, elle était d'accord pour prendre la parole une petite minute. Alors, avant qu'on commence dans la présentation de livre, puis qu'on s'enflamme, puis qu'on ne voit pas le temps passer, je lui céderai la parole tout de suite. Avec grand plaisir. Bonjour, Isabelle. Ben bonjour, je n'avais rien préparé, c'est Anne-Marie qui m'a offert de vous parler comme ça rapidement. En fait, c'est tout nouveau. Scholastique n'a jamais eu personne d'attitré aux pédagogues pour eux, pour les livres. Alors, me voilà, depuis le mois d'août. Donc, j'ai participé au congrès, aux conférences. Je me déplace aussi. Je vais faire des listes thématiques, des présentations thématiques sur les grands thèmes. Vous allez voir certains albums aujourd'hui que Nicolas et Anne-Marie vont vous présenter que je travaillerai aussi. Donc, c'est vrai que le fond est vraiment imposant chez Scholastique et souvent, on connaît qu'une petite partie, très grand public, je dirais, et on connaît un peu moins les perles qui se cachent un peu partout. Donc voilà, mais merci de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé me présenter. Bien, merci Bonne présentation. d'avoir pris la parole à brûle pour point. Puis merci, Nicolas, d'avoir interrompu notre horaire qui était déjà, sur lequel on venait de s'entendre. Il n'y a pas de souci, puis c'est important. Puis Isabelle, tu ne te gênes pas si jamais tu veux nous interrompre pour en rajouter. Tu ne te gênes pas tout au long de la présentation. Si je vous dis le nom de Christy Jordan Fenton, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous dis le titre d'un album qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait, puis il s'appelle encore comme ça, Quand j'avais 8 ans, et que ça parle des pensionnats autochtones, peut-être que là, ça vous dit quelque chose. Sans doute que le trait de crayon de Gabrielle Grimard, vous allez le reconnaître parce que c'était elle aussi qui avait illustré. Je vous présente maintenant Où est ma fille? L'histoire de Margaret. Et ce qui est étonnant, c'est dans cette histoire-ci, alors, premièrement, regarde ce qu'on va faire, on va faire les choses comme il faut. Voici Margaret et ses parents, à peu près en 1937. C'est ce qu'on estime la date la plus précise à laquelle cette photo aurait été prise. La vraie Margaret Pocack Fenton, va avoir aussi participé à l'écriture de ce récit. Alors, où est ma fille? Pour une fois, on parle souvent dans les histoires de jeunes qui vont être pris de leur famille et qu'on a envoyés dans les pensionnats autochtones, on le sait. Cette fois-ci, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est Margaret qui revient. Donc, c'est un enfant qui a déjà, je ne vais pas dire subir, mais qui a déjà passé 2 ans dans une école avec les étrangers, on va les appeler. Donc, ça, c'était un peu important de dire, voilà. Alors, c'était comme si les ailes d'un millier d'oiseaux battaient dans mon cœur, me propulsant vers ma famille. J'ai sauté du bateau et j'ai couru pour aller voir ma mère.
Et la voilà, elle dit, son visage est demeuré de pierre. Pas ma fille, a-t-elle crié dans le peu d'anglais qu'elle connaissait. Les oiseaux, dans mon cœur, sont tombés de leur ciel. J'ai aperçu mon reflet dans les yeux sévères de ma mère. Les longues nattes qu'elle tressait auparavant avec amour avaient été coupées, ainsi que tout ce qu'elle connaissait de moi. J'étais plus grande et amaigrie après 2 ans de corvée pénible et de repas frugaux à l'école des étrangers. Quand j'étais partie à Aklavik, je n'avais que 8 ans. Maintenant, j'en avais 10. Entre-temps, j'avais appris à additionner des nombres, à lire des livres aussi. J'avais de bonnes manières à table et je savais quand dire mes prières. Je pouvais parler anglais et français, mais je ne me souvenais plus des mots de ma propre langue pour dire à ma mère que j'étais bien sa fille. Pas ma fille! Ces mots ont résonné comme un coup de règle sur un pupitre. Alors, elle se tourne, ben voilà, je vais vous le dire. Elle dit, je me suis tournée vers mes sœurs et mon frère, ils m'ont regardé sans rien dire. J'ai voulu m'enfuir, mais mon père m'a serré dans ses bras. Oh les man, a-t-il chuchoté. Je n'avais pas entendu mon nom inuit depuis si longtemps que j'ai cru qu'il se brisait comme une coquille d'œuf sous le poids de la voix de mon père. À l'école, on m'appelait seulement par mon nom chrétien, Margaret. Et là, j'en passe un peu. Nous serions restés ainsi pour toujours si mon estomac n'avait pas gargouillé. Heureusement, ma mère avait apporté mes aliments préférés, de la graisse de baleine, le muktuk qu'on appelle, et du poisson séché, le pipsi. Fini le gruau, la soupe aux choux ou le rhum musqué qu'on nous servait à l'école. La soupe aux choux, ça va, le rhum musqué, moi, je ne suis pas convaincue, mais bon. Elle va aller voir sa meilleure amie Agnès qui lui dit « Ma mère ne veut plus que je joue avec toi. » On se doute pourquoi. Agnès était ma seule amie. Ses paroles m'ont blessé presque aussi profondément que celles de ma mère qui disait « Pas ma fille. » Alors, un jour, mon père m'a proposé de l'accompagner à la chasse. J'étais aux anges. J'adorais voyager en traîneau à chien. Nous étions loin dans la toundra quand il m'a demandé « Oleman, connais-tu les ordres à donner? » Oui, et je dis avec assurance. Ji veut dire à droite et Ha à gauche. Il a ri. Il est descendu et m'a laissé conduire. Les chiens couraient vite et mon cœur battait à grands coups. En revenant chez nous, j'étais fier d'être debout sur les patins devant lui. Je crois qu'il était fier lui aussi. Il m'a souvent laissé conduire par la suite. Arrive alors Noël, où tout le monde reçoit des cadeaux, mais elle n'en reçoit pas de poupée. Puis là, elle se dit, est-ce que je suis rendue si différente que ça? Est-ce que je suis vraiment si loin de ma famille que ça? Et puis, son père me dit, je pensais que tu étais trop grande pour les poupées. Tu n'es peut-être pas assez grande d'abord pour avoir ton propre traîneau. C'est mon propre traîneau. Et là, on voit même l'illustration nous rappelle les aurores. Et elle va courir vers son traîneau. Elle va l'atteler elle-même. Elle va faire une course avec la nature. Et en revenant chez moi, j'ai vu que mon père avait attelé son propre traîneau où mon frère et mes sœurs étaient installés. J'ai ralenti pour laisser ma mère monter sur les patins derrière moi. Mes larmes gelaient sur mes cils. Et pendant que nous filions à toute vitesse comme une volée d'oiseaux, j'ai entendu la voix de ma mère. « Ma fille », a-t-elle crié fièrement. Et les oiseaux se sont envolés de nouveau dans mon cœur. Alors, ce n'est pas l'histoire d'une fille qui s'en va dans un pensionnat dans l'école à l'étranger, c'est le retour et tout ce qui vient avec après 2 ans passés à l'étranger et à se faire gaver vraiment d'une instruction qu'elle n'a pas choisie. Puis Nicolas, si tu permets, tu l'as mentionné brièvement au début de la présentation, mais vraiment, tous les livres de Margaret Pocock-Fenton, elle avait écrit Les bas du pensionnat, Étrangère chez moi, qui sont des livres aussi beaucoup plus longs, là, qui parlent de cette réalité, mais avec un texte qui est beaucoup plus long. Puis il y avait eu aussi un autre ouvrage en album qui avait été publié. J'avais le titre il y a 1 seconde, là, je l'ai perdu, mais qui était aussi illustré par Gabriel Grimard quand j'avais 8 ans, voilà. Qui sont là, tout un corpus à découvrir puis qui sont vraiment bien faits. Là, j'encouragerais ceux qui veulent des livres plus longs à aller voir Les bas du pensionnat puis également Étrangère chez moi, qui traitent des sujets semblables. Absolument. Ce qui m'invite à vous parler d'un petit concept que je vous invite toujours à introduire en début d'année, c'est-à-dire la boîte à mots.
chaque livre contient des mots, puis c'est pas vrai qu'on les connaît tous, même nous, on en apprend. Avoir une boîte à mots dans une classe ou dans une bibliothèque, à chaque fois qu'il y a un mot nouveau, c'est étonnant rendu au mois de juin ou à la fin d'une année scolaire, le nombre de mots nouveaux qu'on a rencontrés à travers nos lectures. Alors ici, déjà en début d'histoire, elle parle de ces nattes qui ont été coupées. C'est quoi des nattes? Elle parlait de ses repas frugaux qu'elle devait manger à l'école des étrangers. C'est quoi frugaux? Parfois, il y a des mots que même nous, on sait c'est quoi, mais l'expliquer, c'est pas facile expliquer des mots qu'on sait parce qu'on le sait. C'est pas facile. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites une lecture ou une journée, faites un top 3 quotidien de mots nouveaux. Ici, déjà, on avait natte, frugo, toundra. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi toundra? Alors, encore là, des retours dans le texte. Est-ce qu'on se souvient des aliments préférés de Margaret? Elle l'a dit, sa mère me l'a amené. C'est la graisse de baleine, le poisson séché. Une fois, son père va l'appeler par son vrai nom, Olémon, et c'est là qu'elle nous explique, elle vient de quelle culture? Oui, elle est autochtone, mais elle est inuit. Donc, merci Anne. Ah oui, non, c'est génial, la boîte à mots, c'est un concept que vous introduisez vraiment en début d'année. C'est super facile et quand le jeune arrive avec le top 3 quotidien, puis on l'écrit ensemble, puis lui, il faut l'écrire sur un petit morceau de papier, le jeune qui a le droit ou la chance de prendre le papier et d'aller le mettre dans la... Ça, je vous le dis, juste ça, là, ils vont tous vouloir donc, ils vont vouloir apprendre. Je saute un peu dans le temps parce qu'on se doute que c'est... Anne-Marie? Ah, écoute, je veux pas te. On s'est dit au début qu'on se faisait des liens, fait que j'avais un lien. Si tu permets, je pourrais pour Absolument. surfer sur la boîte à mots, en fait. Parce que Oui. tu nous as parlé de cette. On était dans une librairie vendredi dernier, puis tu parlais justement de la boîte à mots. Puis ensuite, en me préparant avec les différents livres pour aujourd'hui, je suis tombée sur un livre qui m'a donné envie de pousser l'idée encore un petit peu plus loin, avec une notion peut-être qu'on voit quand on est un peu plus vieux, mais qui est une notion très intéressante, qui est le champ lexical. Donc, d'avoir des mots, un groupe de mots autour d'une thématique précise. Donc, on pourrait éventuellement prendre la boîte à mots puis trier les mots. On a l'habitude de trier les mots entre les déterminants, les verbes, les adjectifs, les noms, mais on peut aussi trier les mots en lien avec leur sens, avec leur signification. Et il y a un livre que j'ai lu cette semaine qui me donnait vraiment comme un univers à explorer en matière de champs lexicaux. Alors, si tu permets, je pourrais le présenter tout de suite en lien, mais on sort là, de la thématique des peuples autochtones et on tombe dans la pluie. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un lieu qui, comme nous, a eu beaucoup de pluie au cours des derniers jours. J'espère que la pluie ne vous a pas causé de soucis. Ici, à Montréal, on est chanceux, on a eu beaucoup de pluie, mais elle n'a pas été dévastatrice comme elle a pu l'être ailleurs. Mais Bonjour la pluie de Kyo MacLeod, que vous avez sûrement rencontré dans d'autres textes. Là, c'est une autrice qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont toujours magnifiques, je vais dire ça comme ça. C'est illustré par Chris Turnham, donc paru chez Scholastic. Bonjour la pluie, c'est un livre qui fait la part belle à la pluie, bien sûr. On a parlé d'ouvrages qui abordaient le sujet de la biodiversité, de l'environnement ce matin, mais on continue avec Bonjour la pluie. Regardez comme les illustrations sont belles. Puis là, vous avez aussi une vue de l'illustration par l'écran qui donne peut-être une vue d'ensemble. Mais quand on est tout proche du livre, on peut voir vraiment tous les détails, notamment les akènes qui s'envolent au vent, les akènes des pissenlits qui s'envolent au vent. C'est magnifique. L'air est rempli d'attente. Une brise se lève. Les arbres frémissent et ploient juste avant la pluie. Boum, boum! On entend le tonnerre au loin. La pluie approche. La pluie approche. Plic, ploc, plic sur le toit. Gling, ting sur la boîte aux lettres. Chaque goutte joue une note nouvelle. J'écoute attentivement. La pluie qui tombe, la pluie qui tombe, la pluie qui tombe. Je demanderais aux enfants, pourquoi on répète ça 3 fois? La pluie qui tombe, la pluie qui tombe, la pluie qui tombe. Vieille imperméable, botte de caoutchouc, grand parapluie favori.
vert, orange, jaune, bleu. Personnellement, ça me donne envie de tourner ça pour savoir si ça fait des nouvelles couleurs. Allons dehors. Dans la rue, les parapluies fleurissent. Pourquoi les parapluies fleurissent? Autour de nous, le monde se presse. Vlouf, vlang, splatch, splouf. Mais pourquoi courir quand le ciel est une aventure? Là, vous allez me dire, ben, est-ce que ton champ lexical sur la pluie, c'est des onomatopées? Parce que jusqu'ici, tu nous as dit plic, ploc, vloung, vlang, splash, plouf. Écoutez bien. Regardez ici. Pluie diluvienne, déluge, ondée, orage, bruine, pluie fine. Tant de mots pour parler de la pluie. Longue gouttelette, minuscule parachute, trombe d'eau, une toute petite goutte ou une immense flaque. Est-ce que flaque, ici, c'est une onomatopée? Est-ce qu'on avait plic-ploc, flic-flac? Pourquoi on dit flaque? Ah non, c'est pas l'onomatopée ici. Rivière rapide qui cascade en ondoyant, 1000 gouttes d'eau dans l'océan. Lançons notre flottille. Alors, vous voyez, hein, le vocabulaire, dans un texte qui est très court, hein, on s'entend pour dire que le texte, ce n'est pas des pages et des pages, mais c'est un texte qui est très riche. Le vocabulaire est très riche. On va voir que la pluie peut servir aux batraciens, aux vers de terre. La pluie va servir aussi aux animaux. Donc, on va voir les différents usages de la pluie aux fleurs, aux plantes. On a même le pommier. Ce matin, on a vu que les moustiques étaient utiles au pommier. Alors là, la pluie aussi est utile au pommier. Et devinez comment ça se termine. Vous connaissez l'adage. Après la pluie, bon, le capitaine Charles Patnaud disait « Après la pluie, le gazon est mouillé ». Mais en vérité, l'adage, après la pluie, le beau temps, on termine avec « Bonjour le soleil ». Et moi, je vous dis, évidemment, après que vous ayez fait votre boîte à mots de la pluie, donc votre champ lexical de la pluie, mais pourquoi ne pas faire le champ lexical du soleil, puis inviter les jeunes à faire la suite? Parce que si on finit « Bonjour la pluie » avec « Bonjour le soleil », on pourrait commencer « Bonjour le soleil », puis se diriger vers « Bonjour la pluie » pour faire la boucle complète du beau temps et du mauvais temps. Alors, voilà pour le petit lien de vocabulaire, Nicolas, entre les deux ouvrages. C'est super. Puis on peut voir, même avec ce qu'on avait vu dans une autre présentation, on voit que l'arc-en-ciel est à la mode hein, dans les livres. Toujours été présent, mais je trouve de plus en plus, tant les couleurs et les émotions sont de plus en plus représentées, je pense, dans les livres pour enfants. Et les enfants eux-mêmes aiment se voir représentés dans les livres. Qu'est-ce qui arrive si, en tant qu'enfant, tu ne te retrouves jamais représenté dans un livre? C'est un peu ça à quoi, moi, je l'appelle parce que je sais son anglophone, J.R. et Vanessa Ford, que j'aime beaucoup, vraiment un duo d'enfants. Illustration de Kayla Harron, avec l'histoire de moi, Calvin. Donc, en gros, c'est un personnage qui s'est dit « Je sais que je suis un enfant, mais je n'attendrai pas d'être vieux pour être moi-même. C'est le temps maintenant. » Et c'est ce qui est arrivé. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que j'étais un garçon. Je me dessinais, bon là c'est un peu dur à voir, je me dessinais avec des cheveux courts et des chemises comme celles de grand-papa. Je rêvais de maillots de bain comme ceux de mon père et de mon frère. C'est seulement le soir avant notre voyage estival chez Gigi et grand-papa que je l'ai dit à mes parents. J'avais peur qu'ils ne me croient pas. Mais je savais que le temps était venu aussi d'être moi-même. Chaque fois que je dois faire quelque chose qui me fait peur, papa me dit « Respire profondément et compte à rebours à partir de 5. » Qu'est-ce que ça veut dire compter à rebours à partir de 5? Ça, vous voyez, au lieu de le mettre dans ma boîte à mots, là, je pourrais arrêter de lire, puis là, je dis « Bon,
Est-ce qu'on a trouvé quoi pour la boîte à mots? Puis toi, on dit, ben, à rebours. Non, mais c'est parce que la page suivante, ça dit inspire, expire, 5, 4, 3, 2, 1. La page suivante explique c'est quoi compter à rebours. Donc, quand on lit d'avance nos livres pour préparer nos activités, on le sait ce qui va s'en venir. Donc, si j'avais arrêté là, puis je dis aux jeunes, OK, à rebours, toi, va mettre ça dans la boîte à mots, puis que la page d'après, on a la réponse. C'était pas un mot nouveau. Tu sais, si on avait lu d'avance, on saurait que la page d'après l'explique tout de suite, donc on l'aurait peut-être pas mis dans la boîte à mots. Chose certaine, il respire, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai dit à ma famille, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Un garçon dans mon cœur et un garçon dans ma tête. Mon père a répondu, nous t'aimons que tu sois une fille, un garçon, les deux ou aucun des deux. Mais aucun des deux, ça veut dire que tu n'existes pas bien. Bon. Plus tard, mon père m'a appris que le mot qui exprime ce que je ressens est transgenre. Être transgenre signifie que les autres pensent que tu es d'un genre en particulier, mais que tu sais, toi, que tu es d'un genre différent. Je me demandais comment Gigi et grand-papa allaient réagir. Alors que nous approchions de chez eux, j'ai serré mon lion très fort sur ma poitrine. J'avais déjà dit qui j'étais à mes parents. Je devais maintenant leur dire mon nom. Le même nom que ton lion préféré? m'a demandé papa. Oui, c'est pour ça que je l'ai nommé ici. Pour moi, ça a toujours été mon nom. C'est quoi son nom? Non, c'est pas. On peut demander aux jeunes, OK, c'est le même nom qu'un lion. Quel nom est-ce qu'on pourrait donner à un lion? Simba revient plusieurs fois, mais ensuite, il y en a un qui a dit Simon. Il y en a un autre qui... C'est vraiment selon. Mais l'anticipation, les jeunes aiment ça. Honnêtement, ça ne fait qu'amplifier leur niveau d'écoute et d'attention. Parce que là, ils sont rendus non seulement des lecteurs ou des écoutants passifs, mais ils participent à la lecture parce que là, vous leur avez demandé leur input. Lorsque nous sommes arrivés chez Gigi et grand-papa, papa leur a annoncé mon nouveau nom. C'est moi qui l'a présenté. C'est quoi son nom? Notre voyage estival a été le meilleur de ma vie. Au congrès de bande dessinée, grand-papa m'a acheté mon costume préféré. Mon super-héros favori a signé mon affiche en utilisant mon vrai nom. Mais c'est quoi son nom? Lors du dernier jour de nos vacances, au grand centre commercial près de chez Gigi et grand-papa, j'ai choisi de nouveaux vêtements. Ce soir, j'ai fait un défilé de mode pour ma famille. Tu es très beau, m'a dit Gigi. L'école allait bientôt commencer et je savais qu'il restait une chose à faire pour que je me sente vraiment moi-même. Lorsque j'ai regardé dans le miroir, j'ai finalement vu moi. Le jour de la rentrée, je me suis rendu à l'école en traînant les pieds. Inspire, expire, 5, 4, 3, 2, 1. Bon retour à l'école! Nous sommes heureux de te voir. Lorsque le directeur a dit mon nom, je me suis senti heureux et en sécurité. Violette est venue me voir en sautillant, m'appelant aussi par mon nom. Tu connais mon nom? Ai-je demandé. Ben oui, ton père a dit à ma mère que tu es un garçon maintenant. Ben, tu sais, je me suis toujours senti comme un garçon. Sommes-nous encore amis? Et son ami lui dit, ben oui, as-tu amené ta corde à danser pour la récréation? Non, aussi simple que ça. Je me suis levé avec fierté pour partager l'histoire de mon équipe. Mais tout d'abord, je me suis présenté. Bonjour, je m'appelle Calvin et j'ai senti tous les si s'envoler. C'est comme si rien ne s'était passé. Un enfant, c'est un enfant. À la garderie, les enfants s'en moquent un peu de la couleur et des différences, et c'est ça qui fait qu'ils sont heureux. Parce que tu sois mauve, brun, blanc, beige, une fille, un garçon,
que tu sois né fille, garçon, que tu aies des oreilles de chat ou une queue de raton laveur, si tu voles le jouet avec lequel j'étais en train de jouer, moi étant maudit, si je suis un enfant de cet âge-là, ils s'en moquent. Ils ont des réactions très directes, très spontanées, très humaines, mais qui font fi de tous ces trucs-là, là, toutes ces grenailles-là qui foutent la merde quand ça devient à nous, parce que c'est des réflexions de grandes personnes souvent qui viennent, voilà, toutes bousiller. Mot des auteurs, parce que c'est important. Ce livre parle d'un jeune garçon, Calvin, qui veut être vu tel qu'il est vraiment. Convaincre les autres que vous savez qui vous êtes et que vous le savez mieux quiconque peut être difficile pour n'importe qui, et particulièrement pour les enfants transgenres. Nous avons aussi appris que les enfants transgenres peuvent s'épanouir lorsqu'ils sont soutenus par leur famille, leurs amis et leur école. L'expérience de Calvin reflète l'expérience de notre propre enfant transgenre et celle de plusieurs autres enfants transgenres qui ont inspiré l'écriture de cette histoire. Nous savons qu'il peut être délicat de parler de cette situation aux enfants, particulièrement lorsque vous la découvrez pour la première fois aussi. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre, mais nous pouvions l'écrire avec l'aide d'autres personnes. En tant que militants, nous avons eu la chance d'entreprendre cette aventure comme parents aux côtés de milliers d'autres personnes de tous âges et de tous genres, ce qui a amélioré nos vies et renforcé notre famille. Nous espérons que ce livre offrira un exemple de la force avec laquelle les enfants transgenres peuvent briller si on leur en donne la chance, évidemment. Ce qu'on a fait, on a demandé aux jeunes, prêtez-vous au jeu. Donc, transforme-toi. Un dessin, une activité de dessin, mais on a mis un peu d'écriture. Donc, il fallait que tu t'imagines de quoi tu aurais l'air là si tu avais été né le sexe contraire de ce que tu es ou si tu te sentais opposé. Les dessins étaient très intéressants et puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand les garçons se sont dessinés en filles, il n'y en a pas un qui a fait une tomboy qui jouait au hockey comme ils ont fait des belles petites filles. Et les filles n'ont pas fait... non, les filles, c'était... Il y en a une qui avait fait un garçon qui lisait une BD. C'était pas juste... Mais les garçons ont été très soignés quand ils ont fait leur dessin. J'ai trouvé ça quand même particulier. Et ils devraient, avec leur dessin, ajouter 3 qualités ou talents de leur personnage, donc eux. Et on se rendait compte qu'ils se forçaient à trouver des nouveaux talents. J'ai dit, oui, mais ça reste toi. C'est quoi tes talents? Toi, tu vas avoir les mêmes. Puis là, ils ont compris quelque chose que dans le fond, les talents, ils ne changeraient pas. Quand on parle ici de différence, on parle d'un enfant qui ne se sent pas soi-même dans son cœur et dans sa tête. Et puis, il y a d'autres jeunes qui peuvent se sentir comme ça avec une autre différence. Et si je vous montre le titre, voici. Le livre de Colin Kaepernick qui s'appelle « Ma couleur à moi ». Et déjà, avant la lecture, est-ce que quelqu'un reconnaît le nom de l'auteur? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il est où la photo? C'est un joueur de football. Merci, Catherine. Alors, c'est un joueur de football et un militant et un être humain extraordinaire qui a grandi, je vais vous le dire après. On va faire ça comme ça. Salut, je m'appelle Colin, je lis des livres, je fais du sport et je joue à des jeux. À date, ça va bien. Et je m'amuse beaucoup avec mes amis. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui me ressemblent, ce qui me rend super chouette. Parce que je suis différent, tu vois. J'ai une peau super chouette, des cheveux super chouettes et une famille encore plus super chouette. C'est pas toujours facile, mais être unique en son genre, c'est vraiment génial. Quelqu'un doit bien l'être, non? Et ce quelqu'un, c'est moi. Mais un jour, j'ai appris qu'être différent, ça demande du courage. C'est arrivé à l'école. Bonjour, dit l'enseignante. Aujourd'hui, nous allons parler des familles. Madame Moussa nous dit alors, prenez une feuille de papier et votre boîte de crayons. D'abord, commençons par dessiner ce à quoi ressemblent nos familles. Là, vous pouvez prendre une pause de votre lecture. Faites-le aux jeunes.
je sais qu'il n'y a rien qui a l'air plus bébé que de dire dessine ta famille. C'est pas le même dessin que l'enfant va te faire à 7 ans que quand il y en avait 4. Puis même si tu lui demandes à 16 ans, dessine-moi ta famille, je vous jure que tu vis des émotions quand tu viens pour vraiment dessiner ta famille. Peu importe, faites-le ce soir. Dessinez votre famille en ce moment ce soir. Prenez un, je vous le dis, ça fait vivre des choses comme exercice. Bon. D'abord, j'ai dessiné, gribouillé, ombré, effacé et retracé encore. Puis, j'ai étalé tous mes crayons pour choisir les bonnes couleurs. Ah ah! Bingo! Celui-là. Madame Moussa nous a présenté nos portraits de famille à la classe. J'adorais voir comment chaque famille était différente et belle à sa façon. J'avais hâte de montrer mon dessin. Voici ma mère, mon père, ma sœur, mon frère et Kiwi, le chien. On aime ça aller au parc en famille. Mais là, à un moment donné, je ne peux pas faire plus proche. On aime ça aller au parc en famille, manger des biscuits et... Mais avant que je puisse finir, Becky s'est exclamée « Pourquoi tu es le seul qui est brun dans ta famille? » Et à l'arrière, j'ai entendu « Pourquoi t'es-tu coloré différemment des autres? » Au début, je me suis figé. J'étais surpris, choqué, étonné. Jamais brun différent, mais les questions m'ont un peu blessé. Puis, je me suis souvenu que j'avais posé la même question à ma mère. « Maman, pourquoi je suis le seul qui est brun dans notre famille? Pourquoi je suis d'une couleur différente? » Et elle m'a répondu « Mon chéri, certaines familles accueillent leurs enfants à la naissance, mais pour d'autres familles, ça se passe après. Nous t'avons adopté quand tu étais bébé, Colin, et notre famille est plus heureuse avec toi. » Depuis ce jour où maman m'a fait ce gros câlin, je sais qu'être adopté et avoir la peau brune font de moi quelqu'un de spécial. J'ai des yeux bruns, un nez brun, des mains brunes. Comme plusieurs personnes qui inspirent, créent, dirigent et changent le monde. Et on voit ici Toni Morrison, Malcolm X, Tommy Smith, Audre Lorde et j'en passe. Oups. Oui, tu es magnifique, dit Madame Moussa, magnifiquement brun et magnifiquement différent. C'est beau le brun, dit une camarade de classe, mon super-héros préféré est brun. Oh, c'est aussi la couleur de mon médecin, a renchéri un autre élève. Et c'est la couleur de mon meilleur ami, a dit Eric. Alors, c'est merveilleux, mes magnifiques élèves, a dit l'enseignante. Puis elle a parlé de la façon dont les gens et les familles peuvent être différentes, mais remplies d'amour. Et Colin dit, ce jour-là, j'ai dessiné ma différence pour que tout le monde voie ma richesse et ma couleur à moi. À la fin, l'auteur, que je vous invite vraiment à découvrir, nous dit « Chère lectrice, cher lecteur, l'histoire que tu viens de lire est vraie. Le moment où j'ai choisi de me dessiner avec un crayon brun a été un point tournant dans ma vie. Je savais que j'étais différent de ma famille, mais je m'aimais malgré tout. » Il vient parler au lecteur de sa vie, de son parcours, pour expliquer jusqu'où il s'est rendu. Et on vous présente les leaders présentés dans ce livre sont devenus des héros de la liberté parce qu'ils ont osé être courageux et on vous les montre avec les dates. Donc, je vais vous en lire quelques-uns. Huey Newton, de 1942, décédé en 1989, a confondé le Black Panther Party for Self-Defense à Oakland, en Californie. Il était persuadé que les jeunes avaient le pouvoir de radicalement changer le monde. Malcolm X, Muhammad Ali, Toni Morrison, et j'en passe. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est, et là je le répète, pauvre Anne-Marie va être tannée d'entendre mes mêmes anecdotes. Je parlais avec un bon ami à moi qui s'appelle Boucard Diouf et maintenant on en parlait de plein de choses. On parlait de couleur de peau, puis on parlait de différence. Et puis il y a plein de livres, dont un livre que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Différents mais tous pareils de Todd Parr. Donc c'est un livre qui n'est pas nouveau, puis c'était vraiment bien fait. Todd Parr qui a fait plein de livres d'ailleurs sur ce sujet-là. Et puis, c'est pas vrai qu'on est tous et toutes pareils. Puis là, je ne dis rien de grossier ou de odieux. Il y en a des différences. C'est ça qui fait que nous sommes beaux et belles. C'est que nous sommes tous et toutes différents. Mais nous sommes toutes et tous
toutes et tous égaux. Et c'est ça qui est important à retenir. Oui, on est différents, sinon ça serait plate. Vous ne voulez pas être comme moi, je vous le dis tout de suite. On ne veut pas tous être des Nicolas Omis à la Terre. La Terre n'est pas prête pour ça de toute manière. Mais on est tous différents, mais on est tous égaux. C'est ça l'enjeu. Quand les gens se battent, on se bat pas pour être différent. On ne veut pas revendiquer notre différence, on veut revendiquer l'égalité de ces différences, avoir droit à... On revendique les droits, l'égalité des droits pour tout le monde. Donc, c'est ça qui compte, c'est vraiment se battre pour l'égalité. Alors, as-tu bien observé? Je t'ai montré entre 8 et 10 pages du livre. Le jeune Colin, il ne s'est pas changé une fois. Est-ce que tu te rappelles la couleur de son gilet? Je vois des hochements de tête. Donc, ça aussi. Son gilet est rouge. À chaque page, son gilet, il ne change pas. Je ne sais pas combien de fois, toi, tu te changes dans une journée maternelle, mais lui, ça ne change pas bien, bien. Et puis, ça aussi, c'est juste une question d'observation. Parce qu'on se fait faire la lecture où on lit, mais l'illustration est super importante. Souvent, vous, pour préparer une activité, vous allez regarder plein de livres comme ça, mais vous n'allez pas tous les lire. Donc, il faut vraiment se soucier. Puis, c'est le fun aussi, retourner, poser des questions aux jeunes. Est-ce que tu as bien compris ce mot-là? Ou c'était en quelle année? Ou c'était quoi le nom de tel personnage? Mais juste ça, est-ce que tu as bien observé? Pas juste est-ce que tu as bien écouté? Parce que quand on lit on montre les illustrations, c'est pas pour rien. On ne se donne pas des tendinites pour le fun, sinon on le lirait avec le livre devant soi. Si on fait ça, c'est parce qu'il va être observé. On peut revenir là-dessus aussi. Anne-Marie, est-ce que tu voulais y aller? J'enchaînerais parce que je trouve que il y a vraiment la part belle à la représentation, aux représentations diversifiées dans les éditions scolastiques. Puis c'est vraiment une maison. C'est arrivé souvent dans nos vies professionnelles, à Nicolas et moi, qu'on a dû faire des listes d'ouvrages qui représentaient différentes diversités, diverses diversités. Puis les éditions scolastiques ressortent toujours dans le lot parce qu'il y a une attention qui est portée aux diversités. Puis comme tu le disais, autant avec Calvin qu'avec Colin, être représenté, c'est important que les jeunes soient représentés, peu importe leur réalité. Puis, c'est important aussi que les enfants aient des modèles. Donc, qu'ils soient, eux, représentés, mais aussi qu'ils voient des modèles auxquels ils peuvent aspirer. C'était avec ce lien que je vais vous présenter le prochain ouvrage. Mais avant de vous nommer l'ouvrage, je vais juste vous demander, puis là, je vais vous demander votre participation. OK? Pouvez-vous me décrire le personnage qu'on voit ici? Donc, si vous voulez écrire dans la conversation, là, quel est le personnage qui est représenté dans cette image? J'attends que vous répondiez. Si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir votre micro pour répondre. Marie-Denise nous dit un astronaute. Astronaute de Pierre-Luc Astronaute. Vous savez que c'est un astronaute, effectivement. Mais moi, je vais vous dire... Avec le premier homme qui a marché sur la Lune. Le premier homme qui a marché sur la Lune. Merci, Anne. Vous êtes dans la bonne sphère, mais ce n'est pas un astronaute. Le livre que je vous présente, c'est « Bonjour, mon étoile ». Alors, là, vous avez vu l'image. Puis vous voyez la couverture. Êtes-vous capable de me dire maintenant qui est représenté ici? C'est une astronaute qui est représentée. Je suis très contente d'avoir fait le jeu avec vous. Puis évidemment, vous le faites avec les enfants. On commence comme ça. Qu'est-ce qui est représenté? Tout le monde va dire un astronaute. Pourquoi on dit un astronaute? Parce qu'on est habitué de dire un astronaute, qui est un métier traditionnellement plus masculin. Quoique, maintenant, on le sait, là, il y a des astronautes, des femmes qui sont astronautes, et puis on en a vu dans l'actualité, etc. Mais c'est important que les enfants aient des modèles d'aspiration, qui voient dans les livres des personnages qui pourraient devenir eux-mêmes. Et voici donc l'histoire « Bonjour, mon étoile ». Moi, j'ai les livres « Bonjour » aujourd'hui. J'avais « Bonjour la pluie », puis là, j'ai « Bonjour, mon étoile ». Alors, c'est de Stéphanie V.W. Lucianovic.
Et les illustrations sont faites par Vashti Harrison. Bonjour, mon étoile. Quand on regarde vite comme ça, là, mettons, là, on n'a pas pris le temps de regarder la couverture longtemps. On regarde, ah, bonjour, mon étoile. Moi, première vision, là, je me suis dit, ah, ça va peut-être parler de danse. Tu sais, comme une jeune fille, elle a une posture un peu comme si elle allait danser, puis une étoile de la danse, on sait c'est quoi. Fait qu'on a un livre sur la danse. Ça, c'est parce qu'on n'a pas bien regardé, là. Regardez à côté d'elle. C'est aussi une idée préconçue. On se dit que ça va être une petite fille, fait que ça doit bien être qu'elle va devenir une danseuse. Une nuit d'hiver, une lumière brille dans le ciel sombre. Elle est plus brillante que toutes les étoiles et plus étincelante que toutes les planètes. Loin, très loin, une petite fille, jeune et nouvelle, brillante et forte, s'intéresse à cette lumière. Regardez comme elle est belle. Tout émerveillé. C'est une supernova, explique sa mère qui l'explique. Une très grosse étoile qui est en train de mourir. Elle va briller comme ça pendant longtemps avant de disparaître. Oh, la petite fille ressent un picotement au cœur à l'idée que l'étoile perd lentement toute sa lumière, seule, tout là-haut. Elle plie les genoux et saute, même si elle sait qu'elle ne peut pas atteindre l'étoile aussi loin. Regardez, hein, on en a parlé. Il y a encore des arcs-en-ciel. Avant d'aller se coucher cette nuit-là, la petite fille regarde par la fenêtre et murmure « Bonjour, mon étoile. Je sais que tu as peur, mais tu n'es pas seule. » À l'école, la petite fille a l'habitude de laisser les autres élèves parler, mais à présent, elle a des questions. Son enseignante lui montre une carte du système solaire et lui dit que notre galaxie, la Voie lactée, est remplie d'étoiles et que la plus proche de la Terre est le... Savez-vous? Là, vous, évidemment, vous faites parler des enfants, bien sûr, c'est le Soleil. Mais la petite fille ne veut en savoir plus, alors elle se rend à la bibliothèque, bon réflexe, et rapporte à la maison une énorme pile de livres pour lire avec ses parents. Tous les soirs, la petite fille se brosse les dents, met son pyjama, puis se tient à la fenêtre pour dire « Bonjour, mon étoile, ne t'inquiète pas, je sais que tu es là. » Et regardez, notre toute petite fille grandit. Est-ce que sa passion s'effrite en grandissant? Non, sa passion se consolide. Elle devient une jeune femme qui étudie durant de longues heures sous un ciel d'encre et elle commence à comprendre ce qui va se passer à la mort de son étoile. Elle aimerait résoudre les mystères. Elle prend conscience que lire, étudier et observer ne lui suffit pas. Alors, elle s'entraîne à s'envoler. On comprend bien, avec une page comme celle-ci, puis la page précédente aussi, que c'est un travail qui demande des efforts, qu'il faut s'appliquer. Elle continue à grandir, mais des fois, elle aurait envie de se décourager, mais à chaque fois, elle lève les yeux vers le ciel et voit son étoile patiente qui l'attend si loin dans l'espace. Elle fait des calculs minutieux, elle utilise des télescopes aussi grands qu'une salle entière et à tous les soirs, elle se couche et dit « Bonjour, mon étoile, j'arrive. » Est-ce que vous la reconnaissez? C'est notre petite astronaute hein, qu'on a vue tout à l'heure. Notre grande astronaute maintenant. Et un jour, elle s'envole dans le ciel bleu pâle, elle perce à travers un épais coussin de nuages et se dirige loin au-delà de l'atmosphère terrestre. Et du haut du ciel, notre astronaute verra le dernier soupir de sa supernova. Parce qu'à coup d'efforts et de travail, elle aura réussi à atteindre ses objectifs. C'est une jeune femme astronaute. C'est aussi une femme noire astronaute. Donc, il y a on pourrait dire une intersectionnalité ici. Et comme Nicolas vous l'a mentionné à plusieurs reprises avec les autres ouvrages présentés jusqu'ici,
On a la note de l'auteur, qui vaut toujours la peine d'aller lire. Alors, on apprend que cette histoire est née d'une question de son fils Henri, qui lui a demandé « Savais-tu que les étoiles mouraient? C'est triste, n'est-ce pas? » Et l'autrice nous dit « L'étonnante empathie qu'il ressentait pour des boules de gaz lointaines a provoqué une lueur d'inspiration en mon fort intérieur. » Elle explique aussi qu'elle s'est inspirée d'une réelle étoile supernova, une supergéante bleue de 1987, qui était également en train de s'éteindre. Elle nous cite aussi Carl Sagan qui dit « Nous sommes une façon pour l'univers de se connaître. Une part de notre existence, c'est que c'est de là que nous venons. Nous voulons y retourner. Et nous le pouvons car le cosmos est aussi à l'intérieur de nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. » Alors, vraiment, un dossier d'accompagnement, on pourrait dire en 3 paragraphes, qui se trouve à la fin de l'ouvrage. Bien sûr, comme je vous l'ai fait avec les enfants, bien, on peut travailler sur les stéréotypes de genre, puis, comme on l'a fait tantôt, mais je pense qu'un autre aspect qui serait intéressant à traiter, c'est la passion. Le personnage qu'on rencontre ici, c'est un personnage qui a une passion. Puis, on peut aider les enfants à comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une passion pour l'astronomie pour que ce soit valable, mais aussi que chaque enfant puisse trouver sa passion, son rêve, ses aspirations. Je pense qu'aussi, on peut, puis ça c'est juste un commentaire personnel et humain, mais on peut aussi leur mentionner que cette passion-là, elle peut changer au cours de la vie. Ici, on a l'exemple d'un personnage qui a gardé sa passion tout au long de sa vie, mais ça se peut que leur passion change. Et j'aurais envie de vous proposer donc de leur faire découvrir et décrire la passion, ce qui les motive à apprendre, à aller à l'école. Je pense que c'est un bel exemple ici d'une petite fille qui, grâce à la passion qu'elle a développée, a réussi à atteindre ses rêves. Donc, bonjour mon étoile. Est-ce que je continue, Nico? Ça te convient que je continue? Je vais vous parler d'un autre passionné, mais là, vraiment, on change de registre. C'est un de vrai passionné qui a vraiment, vraiment existé. Ça me permet de vous parler d'une collection qu'on trouve aux éditions scolastiques. C'est la collection des biographies en images. Et ici, j'ai J. Armand Bombardier, Joseph Armand Bombardier. C'est d'Elisabeth McLeod, illustré par Mike Dees. Et encore une fois, moi, avec les enfants, j'aurais envie de ne pas nécessairement présenter le livre tout de suite, mais de leur montrer des photos. Une photo d'un skidoo. On commence juste avec ça, un skidoo. C'est sûr que les enfants ont déjà vu un skidoo. On leur demande ce que c'est. Après, on pourrait peut-être leur montrer une photo ou l'illustration d'un char d'assaut. La photo ou l'illustration d'un autobus comme ça. Ça, c'était le B12, est-ce que je me trompe? On pourrait leur montrer aussi peut-être même un skidoo qui va sur l'eau, hein, parce que c'est un dérivé du skidoo. Qu'ont en commun le skidoo, le char d'assaut et le B12 que je vous ai montré. Est-ce que vous le savez? J'imagine que vous le savez. Ce sont des inventions de Joseph Armand Bombardier. Joseph Armand Bombardier il est né en 1907 à Valcourt, donc au Québec, et il avait le désir de trouver une machine qui permettrait de se déplacer aisément sur la neige. Donc, dès son plus jeune âge, c'était un jeune garçon qui aimait, on l'apprend dès le début du livre, donc qui aimait bricoler. Il a même démonté la voiture de ses parents pour la remonter. Imaginez, vous arrivez à la maison puis vos enfants ont démonté votre voiture en vous disant « Je vais la remonter, promis! » Je ne suis pas sûre qu'on serait très content. À 15 ans, Armand invente son premier véhicule à neige à l'aide d'un traîneau, d'une hélice et d'un vieux moteur d'automobile. Ça ne fonctionne pas très bien, mais Joseph Armand ne se décourage pas. Joseph Armand Bombardier va travailler en mécanique, donc avec des voitures. Il va commencer à inventer toutes sortes de machines qui pourraient peut-être l'aider à marcher à rouler sur la neige. Sauf que les moteurs sont très lourds, puis l'adhérence sur la neige, elle est difficile. Souvent, les machines, à cause du poids des moteurs, calent. Malheureusement,
en 1934, son plus jeune garçon, Yvon, tombe gravement malade alors qu'il n'a que 2 ans. Et à cause d'une tempête de neige, ils ne sont pas en mesure d'amener Yvon à l'hôpital. Et Yvon va mourir. Il va décéder. Alors, je peux vous dire que pour Joseph Armand qui essayait de construire cette machine-là depuis longtemps, mais c'est une motivation de plus pour arriver à ses fins. Et il va inventer éventuellement donc la chenille, hein, les roues avec les chenilles, qui sont des chenilles, là, on pourrait dire une traction qui. Moi, je ne suis pas bonne en mécanique, là. On va lire le texte. Je pense que ça va être plus facile si je vous lis ce qui est écrit, parce que moi, là, de vous le décrire ça, ce n'est pas ma force. De chaque côté du nouveau véhicule, il ajoute une roue dentée qui l'entoure d'une bande de roulement à rainure profonde, la chenille. Le poids du moteur à l'arrière contribue également à une meilleure adhérence de la bande sur la neige. Alors, le moteur, au lieu d'être à l'avant, il est déplacé à l'arrière. Donc, c'est une bande de roulement, c'est le terme que je cherchais, qui devient la chenille. Donc, cette machine va être utilisée pour des livraisons. On voit ici la laiterie. La machine va être utilisée aussi pour transporter les enfants à l'école. C'est ce qu'on appelait le B12. Et il va aussi travailler. Donc, la guerre va se déclarer en 1939. Il va travailler à construire aussi des chars d'assaut qui peuvent se promener dans la neige. Puis, on va voir après ça les différents usages. Donc, on pourrait appeler ça aujourd'hui peut-être des produits dérivés. Donc, des véhicules qui vont fonctionner aussi dans la boue. Donc, on peut voir ici qu'ils peuvent tirer des charges très lourdes qui vont aider à la construction puis à l'agriculture. Et le fameux Skidoo, qui est un véhicule personnel, donc qui est fait plus pour s'amuser, mais aussi pour les gens qui vont aller à la chasse et qui vont devoir travailler dans les régions éloignées. Saviez-vous que le nom Skidoo, c'était pas supposé de s'appeler comme ça, hein? C'est une erreur. Le véritable nom qui avait été donné, c'était Ski Dogs, comme un ski chien, Ski Dogs. Mais il y a eu une erreur dans une revue. Ça a été indiqué dans la revue que ça s'appelait un skidoo et le nom a été tellement populaire qu'ils ont gardé le nom Skidoo. Donc, vous voyez ici un autre destin, un autre passionné qui a travaillé d'arrache-pied. Je pense que c'est une valeur importante à inculquer, qu'on ne réussit pas les choses du premier coup. On fait 1 essai, 2 essais, 3 essais, on travaille fort pour atteindre ce qu'on veut. Comme je vous le disais, je montrerai les images des différents véhicules. Peut-être aussi leur parler du fait que ce personnage, c'est un personnage qui vient d'ici. C'est un Québécois, c'est un Canadien qui a inventé ces véhicules-là. Puis, je pense qu'il y aurait une belle réflexion à mener parce que quand on voit que son invention a servi pour des chars d'assaut lors de la guerre, je pense qu'on peut aller questionner les enfants, essayer de savoir, selon vous, quand on invente un véhicule comme ça qui va servir pour la guerre, est-ce que c'est une bonne invention ou si c'est une mauvaise invention? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais je pense que de susciter la discussion avec les enfants, d'aller creuser ce sujet-là, ça va vraiment éveiller chez eux leur pensée critique. On peut aller chercher d'autres inventions comme ça qui ont été créées spécifiquement pour des raisons militaires. Alors, voici Joseph Armand Bombardier. Moi, je me rappelle, là, quand j'étais enfant, j'étais allée visiter le musée Joseph Armand Bombardier à Valcourt. Puis, un des souvenirs que j'ai, je me rappelle un peu des pièces. Mais je me rappelle qu'à la fin, il y avait un cahier d'activité. Puis une des choses du cahier d'activité, c'était une image du B12, il me semble. Puis il y avait un point, puis là, quand tu regardais l'image pendant 1 minute, puis qu'après tu regardais un mur blanc, tu le voyais. Alors, on garde des souvenirs. Puis je pense aussi que ma mère avait acheté un genre de viande froide à la saveur de pizza. C'est tout ce dont je me rappelle. Alors, vous voyez que des fois, les souvenirs, c'est un peu... c'est pas ça que je mettrais dans ma courte pointe, mettons. La tranche de viande froide à la saveur de pizza. Nicolas, est-ce que tu veux enchaîner ou si je poursuis? Oui, je peux. Ce que j'aimerais dire, surtout, c'est de cette collection-là. Il y a aussi, il y en a plusieurs. Je me rappelle celui sur Viola Desmond aussi qui a été très, très, très apprécié. Ce sont aussi des livres de référence
pour vous. C'est-à-dire que parfois, si vous voulez faire une activité sur plusieurs figures canadiennes historiques qui ont changé le monde, que ce soit le monde culturel, le monde des affaires, le monde de la justice, comme Viola Desmond, Armand Bombardier, le monde des inventions et de l'ingénierie. Parfois, pour vous, aller à la bibliothèque dans le rayon puis que vous tombez sur tous ces livres-là scolastiques, vous les épluchez, peut-être que ça va être votre préparation pour l'activité. Que ces livres-là qui sont voués à être lus par des jeunes, il y a assez d'informations puis c'est suffisant pour vous pour préparer des activités qui vont les amener ailleurs ou les faire découvrir ces livres-là dans leur entièreté. Maintenant, chez Scholastic, non, pas juste chez Scholastic, dans la vie, ça fait, puis là je suis content parce que ça faisait des années que je disais toujours 15-16 ans, mais là ça va faire, ça fait plus longtemps que ça fait à peu près 18 ans que je travaille dans le monde de la littérature jeunesse. Depuis 18 ans, à travers différents pays, j'ai pu découvrir des auteurs et avoir une liste de best-of, des auteurs favoris. Mais là, les auteurs favoris commençaient à être trop. Donc, j'avais fait mon best-of documentaire, best-of album, best-of roman, parce que toutes les mettre ensemble, ça n'avait pas de bon sens. Tom Percival revient assurément dans mes créateurs favoris. Je vais vous montrer. Puis là, je vais voir le temps qui cool. Puis si j'ai le temps, je vais être rebelle. Puis je ferai quelque chose qui peut être. Je vais en profiter, Nicolas, pour te dire que je pense qu'il faut qu'on aille plus vite. Un petit peu. Si on veut présenter tous nos livres. Je vais activer. Je me passe le message à moi-même. Les émotions, de plus en plus, les émotions, puis le trop plein d'émotions, puis le pas savoir comment gérer les émotions dans les albums jeunesse, ça revient beaucoup, beaucoup. Tom Percival nous amène un livre qui s'appelle La Rivière, avec, vous voyez le petit roman ici. La rivière, en fait, ça s'appelle comme ça parce que les émotions, c'est un peu comme une rivière. Les émotions sont changeantes et elles coulent souvent, comme la rivière. Donc, Roman est assis près de son arbre préféré. Il observe les collines qui encerclent sa maison comme pour lui faire un câlin. Roman adore tout de cet endroit, mais surtout, il aime la rivière. Parfois, la rivière est silencieuse et calme, comme Roman. Parfois, la rivière est légère et joueuse, comme Roman. Et parfois, mais seulement parfois, la rivière gronde, sauvage et en colère, tout comme Roman. Mais aucun des deux reste fâché longtemps. Une année, l'hiver est cruel. Roman se sent aussi frigorifié et seul que la lune. Le vent fouette, la neige tombe en rafale et lentement. La rivière commence à geler. Les parents de Roman essaient de lui remonter le moral à l'aide de mots gentils et de câlins, mais ça fonctionne presque, mais pas assez pour dégeler la rivière glacée. Et là, je prends la... Bon, tiens. Roman essaie de penser à des moments plus joyeux, mais c'est si difficile. Et arrivé aussi, on peut arrêter et dire, là, est-ce qu'il y a vraiment une rivière de gelée? Parce que là, les parents qui ont tout essayé de faire pour dégeler la rivière, ils étaient quand même bien entre les quatre murs de leur maison. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une rivière? C'est à ce moment-ci que je demande aux jeunes, est-ce que ça vous arrive de vous sentir triste sans savoir pourquoi? Parce que nous, ça peut nous arriver. Il y a juste de quoi qui te submerge. Mais un jeune, ça peut virer en colère parce que pas savoir pourquoi je me ressens, ça les met en tabarouette. C'est plus fort qu'eux. C'est vrai ce que je vous dis. Une tristesse qu'un jeune ne peut pas expliquer, il n'aime pas ça, se sentir triste. Il va changer ça pour de la colère parce que ça le frustre de ne pas savoir pourquoi il sent ça. Alors, Roman essaie de penser à des moments plus joyeux, mais c'est difficile. Au début de mon histoire, tu vois, là, c'était... Hein, il y avait des feuilles un peu orangées. Là, après, c'était l'hiver. Puis là, on voit que Roman, il ne file pas pantoute, c'est l'hiver, tout est gelé. Qu'est-ce qui vient après l'hiver? Le printemps. Qui c'est qui dit ça? Ben oui, c'est le printemps. Est-ce que vous pensez que ça va aller mieux pour Roman au printemps?
Alors le temps passe, le printemps arrive en fanfare, les fleurs apparaissent dans les champs, mais la rivière, elle, reste gelée. L'été bourgeonne et les oiseaux chantent dans le ciel bleu et dégagé, mais la rivière, elle est toujours gelée. Puis alors que l'automne rapproche et que les feuilles commencent à se courber, il se passe une chose remarquable. Romane entend un bruissement dans les bois. Et là, il aperçoit. Et je ne vous le dis pas. C'est chiant, hein? Mais c'est ça, j'y reviens tout le temps à ça. Créer un moment de lecture. Là, je peux demander aux jeunes, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Si le groupe ne suit pas l'histoire, il est turbulent, ça arrive. Regarde, si vous ne voulez pas le savoir, on peut attendre à vendredi, on peut attendre après le dîner. Quand vous faites la lecture à voix, vous avez le pouvoir. Vous êtes comme quelqu'un sur une scène qui a un micro. Vous avez un pouvoir. Il suffit de savoir créer ces moments-là. Mais je sais vivre, donc je vous le dis. Alors, il trouve un oiseau blessé, empêtré dans les ronces. Doucement, délicatement, Romane prend l'oiseau et se précipite chez lui. Il va nourrir l'oiseau et le soigner de ses blessures. L'oiseau vole en cercle, puis atterrit sur une branche. Romane regarde l'oiseau regarde Romane. Romane fait un pas, l'oiseau fait un bond. Romane se met à marcher, l'oiseau vole à ses côtés. Romane court et l'oiseau accélère. Il suit Romane partout où il va. Romane ne remarque même pas que les dernières plaques de glace ont fondu et que l'eau tiède de la rivière coule à nouveau en toute liberté. Au fil des années, Romane prend conscience qu'il peut être comme la rivière, heureux et léger, lent et triste, sauvage et en colère, et tout ce qu'il peut y avoir au milieu. Mais une chose est certaine, la rivière est toujours en train de changer, tout comme Romane. Ce que j'ai adoré, à part que c'est un livre qui est magnifique comme tout, on va parler aussi, tiens, c'est quoi les ronces quand on trouve un oiseau sous les ronces? Est-ce que ça serait un mot pour la boîte à mots? Ça, déjà là, on peut penser à notre top 3, penser toujours à la boîte à mots parce qu'il y a des mots nouveaux dans chaque livre. Ce livre-là, on parle que la rivière peut être plein de choses, elle peut être en colère. C'est pas un livre médicament où on dit « Ah, oh, merde, le jeune est en colère, il ne faut jamais qu'il soit en colère, il ne faut jamais qu'il soit triste, il ne faut jamais qu'il soit depressed. » C'est pas ça, c'est pas une solution. L'enfant va vivre ça. Il ne faut pas les cacher, ces émotions-là. Mais il a le droit de les vivre parce que tout comme la rivière, les émotions peuvent être changeantes et elles peuvent être plurielles. Une activité qu'on a faite, c'est une activité, encore une fois, de dessin d'écriture. Romane est comme la rivière, toujours en changement. Maintenant, on a demandé aux jeunes de dessiner ce qui les représente le mieux dans la nature et ensuite d'expliquer pourquoi et quelle émotion se dégage le plus de leur dessin. Les résultats sont étonnants. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé des arbres, mais tu as des jeunes que c'était eux en arbre, donc c'était comme eux le tronc, puis leurs branches, leurs bras étaient comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pensé à se métamorphoser, ils ont juste pensé à représenter quelque chose de la nature. Donc, quand on donne une consigne à plein de jeunes avec leur imagination qui sont variées, on a des résultats très étonnants. Anne-Marie, est-ce que tu voudrais continuer un peu avant que moi, sinon je vais te voler trop de temps avec mon coup de cœur? Oui. Et puis, le coup de cœur des coups de cœur. Je voudrais qu'on se garde, Nico, on va se dire ça, on va se garder comme un 5-7 minutes à la fin pour, je vais appeler ça les grands classiques. Alors, oui, ben, c'est un livre qui va dans la même veine, c'est-à-dire une veine où on va explorer les émotions. Cette fois-ci, l'émotion que je vous invite à explorer, c'est l'amour. Et c'est de Marc Barnett, illustré par Carson Ellis. Oh, regardez les illustrations. Page de garde, au début. Page de garde. Moi, je commence toujours comme ça. Hein. Alors. Quand j'étais jeune, j'ai demandé à ma grand-mère dans le jardin de notre maison, « Qu'est-ce que l'amour? » Ma grand-mère était vieille, je croyais qu'elle le saurait. Qu'est-ce que c'est l'amour, hein, selon vous?
Je ne donnerai pas la réponse tout de suite, je laisserai les enfants répondre à cette question. Oh, regardez, comme ils ont l'air bien. Elle m'a pris dans ses bras en disant oh, « Je ne peux pas répondre à ça. » Qu'il pourrait, ai-je demandé? Si tu parcours le monde, tu trouveras peut-être la réponse. Et c'est alors que l'enfant part en quête d'une réponse à sa question. Je suis donc partie. J'ai demandé au pêcheur, qu'est-ce que c'est l'amour? Le pêcheur a souri. L'amour est un poisson. Un poisson? Ai-je répété? Il miroite et éclabousse hors de ta portée. Et le jour où tu l'attrapes, si tu sais t'y prendre, tu lui donnes un baiser et tu le rejettes à la mer. Mais j'aime pas les poissons, ai-je dit. Ils sont visqueux, ils ont mauvais goût et leurs yeux me donnent froid dans le dos. Tu comprends pas, a dit le pêcheur en soupirant. Il va demander à l'acteur, qu'est-ce que c'est l'amour? Et l'acteur lui répond, l'amour est une ovation. Il va demander au chat, et le chat va lui répondre, l'amour, c'est la nuit. Et à chaque fois, l'enfant ne comprend pas la réponse. Puis l'interlocuteur lui répond, tu comprends rien. Tu comprends pas. Il va demander au chien. Le chat. Le chien va lui répondre, l'amour, c'est ceci. Ah, c'est chasser le chat. Il va demander à la menuisière. Regardez la menuisière. N'est-elle pas magnifique, cette menuisière? La menuisière va lui répondre, l'amour, c'est une maison. Une maison? Tu cloues et tu scies, tu assembles les planches, la maison est instable et craque, alors tu modifies les plans. Mais à la fin, la maison tient debout et tu peux vivre dedans. L'enfant lui répond, oui, mais j'ai pas le droit d'utiliser un marteau, je me suis déjà frappé le pouce. Ah, je te parle pas d'un vrai marteau ni de pouce, a-t-elle répliqué. L'enfant dit, je me suis fait très mal. Tu comprends pas. L'enfant va demander à la fermière qui lui dit que l'amour est une graine, au soldat qui lui dit que l'amour est un sabre. Il va demander à toutes sortes de personnes qui vont lui répondre toutes sortes de réponses. Une voiture de sport, la première neige d'hiver, un ours brun, une pierre. Le poète va lui répondre pour sa part. Assieds-toi et je vais te le dire, la liste est si longue qu'elle remplirait des pages et des pages. Mais je n'avais pas le temps d'écouter. Alors, il est rentré chez lui, à la maison. Pensez-vous qu'il y a eu une réponse à cette question? Est-ce que vraiment il rentre chez lui avec le sentiment d'avoir eu une vraie réponse à sa question? J'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenue debout dans le jardin. J'ai enfoncé mes orteils dans la terre. J'ai soupiré. Je n'avais pas entendu ma grand-mère arriver derrière moi. Au début de l'histoire, la grand-mère, elle était vieille. Alors là, j'imagine, parce que regardez comment elle est rendue grande, l'enfant. Elle doit être très vieille. Enfin, tu es revenue, a-t-elle dit. Elle était plus vieille, j'étais plus grand. Et regardez comme elle est magnifique, tout autant que la menuisière. As-tu trouvé la réponse à ta question? A-t-elle demandé. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai souri et j'ai dit oui. Si vous avez demandé aux enfants au début de l'album, c'est quoi l'amour? Maintenant, reposez-leur la question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Après que tu aies lu ce livre-là. Est-ce que la définition a changé? Hein? Moi, je pense que ça se pourrait que la définition a changé. Puis pourquoi l'un répond que c'est un poisson, l'autre répond que c'est une maison, un autre que c'est un chat, un autre que c'est une voiture de course? Il y a aussi un lien qu'on pourrait faire avec Bonjour mon étoile, où on a parlé des passions. Plusieurs des personnages dans cet album-là répondent en lien avec leur passion, ce qui les motive le plus dans leur vie, ce qu'ils aiment le plus dans leur vie. Alors, bien sûr, on pourrait établir un lien avec Bonjour mon étoile. Puis juste avant, je sais qu'Anne-Marie va nous plonger dans les classiques bientôt. Sachez que Mac Barnett, vraiment un vétéran de la littérature jeunesse, on est nés la même année, quoique pas sous le même ciel, mais à 5 mois jour pour jour. C'est brillant comment il réussit à faire des livres avec des choses qui sont somme toute banales.
Chez Scholastic, il avait fait un qui était carré, il avait fait le cercle, puis le Mhm. triangle, mais c'est du génie, ces livres-là. Et puis, il faut que vous mettez la main sur Parce que, qui est vraiment un grand format. C'est un petit cul, je pense que c'est sorti en 2019, c'est un petit gars qui demande à son père pourquoi ce ciel est bleu, d'où vient la pluie, des choses qui tapent ses nerfs parce que là, c'est le temps d'aller se coucher. Donc, lui, il décide de tenir son père en haleine. Mais les réponses de son père sont tellement, je ne veux pas dire que c'est con comme la lune, mais disons que ça fait rire tous les adultes et que ça fait beaucoup réfléchir l'enfant. Alors, si vous tombez sur le livre qui s'appelle Parce que, toujours chez Scholastic, Mac Barnett, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Anne-Marie. Ben, écoute, Nico, j'aurais un dernier livre à présenter pour ma part avant de tomber dans les classiques, mais je pense qu'on aurait le temps. Je vais présenter ce livre-là, puis ensuite, je te laisse la parole, puis on se garde quelques minutes pour les classiques. Ça marche? Isabelle nous apprend qu'il va y avoir un nouveau titre qui va paraître de Mac Barnett l'an prochain. Moi, je voulais vous présenter Je suis courageux, un livre sur la résilience, qui est un livre de Suzanne Verdé, illustré par Peter H. Reynolds. Ça fait partie d'une collection de livres sur différentes caractéristiques, différentes qualités. Ici, ben, on parle du courage et de la résilience. La résilience, c'est un mot qui est un peu difficile à saisir. C'est un livre qui va nous aider à définir ce mot-là. Et malgré que ce soit un mot qui est un peu difficile à saisir parfois, mais c'est une qualité que les enfants ont souvent. Souvent, les enfants sont résilients. Puis moi, je trouve qu'avec la pandémie des 2 dernières années et demie, les enfants ont été super résilients. Tu sais, se faire annuler toutes les activités le fun à 2 heures d'intervalle pendant 2 ans pour un enfant, c'est bien plate. Puis ils se sont habitués, les enfants, à faire avec ce qu'on a, puis à faire avec ce qu'on peut faire. Alors, petit hommage aux enfants ici qui ont fait preuve de beaucoup de résilience au cours des dernières années. Et la résilience et le courage vont nous être partagés en nous racontant l'histoire d'un enfant qui apprend à faire de la bicyclette. Évidemment, c'est une allégorie sur toutes les situations et les obstacles que la vie nous présente. J'ai séparé le livre en 5 sections parce que je pense qu'on pourrait lire ce livre pendant 5 semaines en abordant un sujet à chaque semaine. On peut le lire au complet au début puis revenir avec les enfants sur une section à chaque semaine. La première section, c'est celle-ci. Quand les obstacles se dressent sur ma route, que je me sens incertain, que j'ai peur de tomber et que j'ai envie de rebrousser chemin ou d'abandonner, quand ma tête me dit que je n'y arriverai pas, je me tourne vers l'intérieur et je trouve la force qui se cache en moi. Je me dis alors, je peux y arriver. Vous voyez comment on peut faire une semaine avec ça? Alors, quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Quelle est la force que tu peux trouver en toi? Quelle solution tu peux trouver pour atteindre cette force? Je reviendrai avec le livre que tu nous as présenté, Nico, là, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviendrai avec ça ici. Deuxième section. Avoir confiance en soi. J'ai confiance en mes capacités. J'accepte le défi. Donc, on a failli se décourager, mais cette fois-ci, on a confiance en nous. Je suis courageux. Troisième partie. J'ai confiance, même si j'ai peur, je continue d'avancer et quand je tombe, je me relève. Je suis résilient. Je pense qu'une semaine pour comprendre le sens du mot résilient, c'est déjà une bonne idée. 4e semaine, alors là, on a eu peur, on a eu confiance en soi, on a été résilient. Et maintenant, ben, des fois, il y a des alliés, des gens qui nous entourent. Je peux compter sur les gens qui m'entourent. Je n'ai pas peur de demander de l'aide. Des fois, on a l'impression qu'être courageux, là, ou c'est juste réussir tout seul. Mais des fois, demander de l'aide, c'est ça le vrai courage. Non seulement je demande de l'aide, mais j'encourage aussi les gens qui m'entourent. Et je parle avec eux. Je n'ai pas honte de parler avec eux. Je raconte mon histoire. Qu'est-ce qu'il se raconte ici, tu penses? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, selon ce qu'on vient de voir? Ah, j'ai commencé à faire de la bicyclette, et puis là, la première fois, j'avais peur, il y avait des obstacles. Ah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais tu te rappelles, je suis allée t'aider à te relever. Alors, on peut inventer la conversation entre les trois. Quand quelqu'un a de la difficulté, je l'aide. 5e semaine, on est retombé sur notre vélo. Quand je manque d'assurance et que je commence à perdre l'équilibre, je me recentre et je rassemble mes forces. Je sais ce que je suis courageux.
Et la note de l'auteur, parce qu'on vous a habitué à ces notes-là en fin d'ouvrage, alors qu'il est une note qui va vous accompagner, vous, comme animateur, animatrice, enseignant, enseignante. On nous parle de ce que c'est le courage. Donc, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur, mais d'affronter les difficultés, que ce soit en demandant de l'aide, en exprimant sa vérité ou en combattant un dragon. Et on nous parle du yoga comme d'une technique qui peut nous aider à vaincre nos peurs. On nous donne des postures qui peuvent nous aider, puis on nous explique en quoi ces postures peuvent nous aider. Et on a aussi la méditation et la respiration régulière qui est présentée à la fin comme autant de solutions pour vaincre les obstacles. Donc, allez voir, il y a d'autres ouvrages aussi, d'autres « Je suis » que vous allez pouvoir trouver dans la même collection. Et c'est des ouvrages qui nous aident à développer nos compétences et nos capacités. Je te cède la parole, Nico, avant de passer au grand classique. Bon, mais avant de passer dans les grands classiques, j'ai été ravi quand j'ai reçu des livres de notre boîte de découverte de scolastique, une myriade de livres de tout genre. Et j'ai un amour profond pour le genre de la BD, un amour qui me coûte très, très cher annuellement. Parce que de la BD, il y en a pour tous les âges. Je veux dire, ça ne s'arrête pas hein, quand tu deviens adulte ou bof, si je suis vraiment adulte, ça c'est à débattre. Mais je vous présente La fille venue de la mer. Alors, vraiment qui a été ovationnée par plusieurs journaux, plusieurs critiques américaines et anglaises. La fille venue de la mer, quand on regarde ici, on voit qui a fait quoi. Et on voit quelque chose qui se dit « Mise en couleur de Martha Lao ». Ce qui me permet d'expliquer aux jeunes qui trippent BD, mais qui ne trippent pas roman, que le monde du livre, si tu aimes les livres, il y a une place pour toi. Tu vois, là, je vous dis celle qui a fait la mise en couleur, qui a colorié, pas qui a fait les dessins, mais elle a fait, tu sais colorier, tu aimes colorier. Il y en a qui en ont fait un métier. Le monde de la BD, ça va chercher des artisans, des créateurs de tout genre qui doivent travailler en équipe pour que l'œuvre, au final, soit bien achevée. Alors, OK. Là, il va falloir que je fasse vite. Et ça commence avec 4 amis. On les voit en haut, là, ils sont en train de chatter. Là. Morgane, Serena, est-ce que je te dis dans l'ordre? Oui. Morgane, Serena, Jules et Lizzie. Puis honnêtement, ces 4 filles-là, quand on regarde comment elles sont décrites et tout ça, on dirait, tu sais, un film pour ados des années 90, là. Tu as celle qui est un peu bohème, l'artiste, l'autre qui est un peu la fille comme Reese Witherspoon dans Legally Blonde, tu sais, qui vient d'une famille riche et prospère. Tu as l'autre qui est un peu, justement, l'artiste un peu outsider. Tu as l'intello. Écoutez, tu as la sports. C'est vraiment comme un film des années 90, comme j'aimais tellement. Donc, les vacances viennent de commencer. Et puis, la jeune Morgane se rappelle de comment c'était avant. Et puis, elle dit, il y a des histoires qui te font voir, qui font voir ta vie se défiler devant tes yeux. J'aime garder ma vie dans des boîtes bien fermées. Mais les boîtes sont tombées dans l'océan et tout s'y est renversé. Alors, il y a Morgane tombe à l'eau et elle pense à tous ses plans. Je pensais qu'en planifiant soigneusement, ça arriverait, mais maintenant je suis dans l'eau. Je vois mon avenir dériver loin de moi et je voudrais l'attraper, mais je suis complètement désorienté. Elle remonte à la surface. Il faut que j'essaie d'en cacher. Donc, elle tousse, et là, arrive ce qu'on pourrait penser une sirène, mais la chose lui dit « C'est pas une bonne nuit pour aller nager, Morgane Kwon. » Et Morgane, elle se dit « Bon, une fille nue. » C'est une situation différente, mais tout aussi stressante. Je nageais pas par exprès, je suis tombée.
te souviens de moi? Toi? Mais moi, oui. Son visage est familier, comme quelqu'un vu en rêve. Ben, c'est une hallucination d'expérience de mort imminente. Tu te sens-tu bien? Tu t'es blessé à la tête. Non, faut pas que je monte tout, attends. Et Morgane dit, tu sais, comme c'est un rêve, ça pourrait être très bien être un rêve romantique. Ah, c'est quoi un rêve romantique? Oh, c'était juste une idée, dit Morgane. Et là, dit donc, tout ça, tu penses vraiment que c'est dans ta tête? Et Morgane dit, tu es bien trop jolie pour être réelle. Et elle s'embrasse. « 7 ans auparavant. » Là, écoutez, là, 7 ans auparavant. Morgane, son père et son petit frère, Alex. « Viens, Alex! » Tu vois, Morgane, elle aime coudre, elle lui a fait des oreilles de chat qui portent partout. « Les chats n'aiment pas l'eau, je ne veux pas y aller. Laisse ton frère tranquille, Morgane. » Et Morgane se baigne, jusqu'à temps qu'une petite chose sorte de l'eau et dise « Aimes-tu les moules? » L'enfant Morgane dit « Quoi? » « Je suis allergique aux fruits de mer. » La chose dit « Oh, j'aurais pu t'en donner si tu les avais aimés. » Mais comment? Viens, je vais te montrer. Et la chose enlève les protecteurs, flotteurs de Morgane. Il faut plonger pour les avoir. Mais je ne peux pas plonger. Fais-moi confiance. Et il plonge. Et tu vois qu'elle est entourée de cheveux ondoyeux. Mais attends, là, attache ta tuque scolastique, ça part. Donc là, ils sont dans l'eau. Et elle se transforme, comme tu vois, en phoque. Son père vient la sauver parce qu'il pensait qu'elle allait se noyer. Elle était là depuis très longtemps, mais quand elle était là, elle était enveloppée d'une genre de substance qui faisait qu'elle pouvait rester longtemps sous l'eau. Alors, j'ai suivi une fille, après il y a eu un phoque, et son père lui dit, il n'y a personne ici, Morgane. On revient dans le temps. Là, je vais vous le dire tout de suite, sinon là, ça va être trop long parce que ça fait quand même 250 pages, cette BD, qui se lit très, très vite. Hein, par contre, je vous le dis, ça se lit dans un après-midi, même pour un jeune. C'est une Selkie qu'elle a rencontrée. Et une Selkie, donc, c'est un être mystérieux qui peut se transformer dans un animal et qui doit changer de peau, qui doit muer. Et pendant ce temps-là de la mue, elle peut venir sur Terre, mais ensuite, elle doit redisparaître pendant 7 ans. Donc, on revient dans le temps présent. Là, je regarde mon temps. OK. Le temps passe. Elle va retrouver 7 ans plus tard la Selkie qui va venir la voir. Elle pense qu'elle a tout rêvé ça. Pendant ce temps-là, elle se fait de plus en plus distante de ses amis. Quand elle voit ses amis avec la Selkie, elle ne veut pas vraiment se faire voir. Et la Selkie, elle, par contre, se rend compte que la riche du groupe a un grand, grand, grand bateau. En fait, ses parents ont acheté un grand, grand, grand navire qui va venir polluer et décimer la famille de phoques auquel la Selkie appartient. Pour Morgane, c'est un sentiment, c'est un melting pot de sentiments entre un amour nouveau et entre le social, les amis populaires et ses émotions à elle. Le être soi-même, le laisser paraître et tout ce temps-là. Son frère va les apercevoir. Elle est la Selkie. Pendant un souper de famille, il va faire le coming out de sa sœur, il va la forcer. Elle va s'enfuir, puis je dois juste vous montrer ça. En revenant chez elle, après s'être enfuie, sa mère, à sœur, fait peur, dit « Bouh! » Comme pour détendre l'atmosphère. Puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Sa mère, elle dit « Ben quoi, je faisais une blague, tu sais, en sortant du placard pour te faire peur. » Sa mère, elle dit « Bon, je me rends compte que c'était peut-être pas très drôle comme joke. » Donc, ça, moi, honnêtement, j'ai hurlé de rire quand je suis arrivé là. Une Selkie, ça doit retourner pendant 7 ans dans son univers naturel. Donc, elles ne pourront pas rester ensemble, du moins pas pour toujours. L'une et l'autre vont apprendre l'une de l'autre. Morgane va beaucoup apprendre sur ce qui est l'amour, ses sentiments à elle, qu'elle a le droit d'être qui elle est et que les vrais amis, c'est pas quantitatif, mais qualitatif.
Je vous invite à découvrir vraiment La fille venue de la mer. C'est génial et on a fait une activité avec les jeunes, soit un selfie pendant 24 heures. Choisis ton animal, mais ensuite explique son alimentation, explique où est-ce que tu devrais être, dans quel climat, dans quelle région du monde. Et puis, là, ils ont fini l'activité par dessiner un selfie-selkie. Donc, ce quoi il y aurait de l'air s'ils étaient un selkie, on appelait ça un selfie-selkie. Alors voilà, c'était mon coup de cœur scolastique parmi tous les autres coups de cœur. Anne-Marie? En fait, Anne a levé la main. Je pense qu'on pourrait Oui, lui, pardon. donner la parole. Ben, j'ai une question puis un commentaire. Question, puis l'activité, tu l'as faite avec quoi? 5e, 6e année? Dernier cycle, oui. OK, OK. Puis je fais du pouce sur tes BD parce que moi, j'ai découvert la collection Noisette de chez Scholastique qui est, dans le fond, les premières BD. Fait que moi, je suis vraiment pro BD et à mettre dans les mains des jeunes rapidement. Fait que je voulais juste le mentionner là, que c'est moi, c'est ma collection préférée au niveau des BD pour les tout premiers lecteurs. C'est tout. Ben, tu fais bien, Anne, parce que c'est vraiment pas un sous-genre. La BD, c'est important, c'est structuré, c'est pas facile à lire. Et puis, ça se lit sur plusieurs générations. Souvent, le grand frère ou la petite sœur va les lire aussi. Donc, laissez-les traîner vos BD. Elles vont être lues. Oui, puis elles attirent l'attention souvent. Hein. Tu sais, c'est les enfants voient les bandes dessinées sur les tables, puis veulent les prendre, veulent les observer. Puis moi, je pense qu'on peut oser des BD, des fois même avec des thématiques un peu plus vieilles, avec des plus jeunes, ils vont prendre là-dedans ce qu'ils ont à prendre. La chose qui est importante, c'est de les accompagner puis de les aider à voir quand on lit le texte où on est dans la page, parce que si l'enfant n'a pas de facilité en lecture ou ne sait pas encore lire, ben, il ne sait pas dans la page où est-ce qu'on est à droite, est-ce qu'on est à gauche. Fait que, c'est vraiment d'accompagner les enfants là-dedans. Je vais peut-être dépasser de 5 minutes, là, si vous permettez, parce qu'on voulait vous présenter les grands classiques. Il y a des auteurs qui se passent de présentation, puis on a l'impression des fois que ben, tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'en parler, sauf qu'en fait, il y a souvent des nouveautés qui sont vraiment à souligner. Alors, vous connaissez sans doute Élise Gravel, qui revient ici avec l'ouvrage C'est mon corps, donc qui est un livre qui va amener les enfants à définir, en fait, à accepter leur corps et aussi à savoir que leur corps est unique, qu'il peut avoir toutes sortes de formes. Donc, Élise Gravel revient avec des grandes planches qu'on pourrait avoir presque comme des affiches. Les corps peuvent avoir toutes les couleurs, toutes sortes de cheveux, toutes sortes de capacités. On travaille sur les représentations variées et aussi sur le consentement. Un câlin, c'est bien plus agréable quand tout le monde en a envie. Câlin géant. En ayant des petites formes, un peu comme des petits monstres sympathiques qui sont représentés, bien, on a un ouvrage qui peut vraiment parler à tout le monde puis être représentatif de tous les enfants. Je pense que découvrir les nouveaux opus d'Élise Gravel, qui nous avait servi plusieurs ouvrages jusqu'ici qui ont été très appréciés, c'est toujours un moment savoureux. Ça aussi, hein, on laisse traîner le livre sur la table, puis les enfants tout de suite veulent aller vers ces personnages-là, soit parce qu'ils les reconnaissent, parce qu'ils ont déjà vu les œuvres d'Élise Gravel, mais aussi à cause des couleurs, à cause des personnages qui sont sympathiques, qui sont très attrayants. Donc, découvrir la nouveauté d'Élise Gravel. Et une autre nouveauté qui était fort attendue, on a parlé de Noisette, j'ai quasiment le goût de faire un lien avec les frissons. Alors, Frisson, l'écureuil et la surprise, qui est une nouveauté. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à Frisson, l'écureuil, quand il se fait offrir une surprise? Frisson aime-t-il les surprises? Bien sûr que Frisson n'aime pas les surprises. Frisson étant un personnage anxieux, qui est habitué à ce que son horaire soit réglé au quart de tour. On retrouve l'univers de Mélanie Watt avec, déjà en commençant, le quiz, hein, le test de sécurité pour savoir si on peut lire le livre, si on est apte à lire le livre. En fait, si on est autorisé, si on n'est pas une assez grande menace pour Frisson. Donc, Frisson se fera offrir une surprise. Ses amis vont venir à sa rencontre pour essayer un petit peu de le convaincre à ouvrir la boîte, mais Frisson ne veut rien savoir. Le meilleur plan, selon Frisson, c'est de transporter la boîte jusqu'en Antarctique, là où on n'aura pas besoin de voir de quoi il s'agit dans la boîte.
Et j'aimerais en profiter pour vous mentionner que Nicolas et moi, on a eu la chance de travailler avec Frisson au cours de la dernière année. Je vais vous le mettre dans la conversation, à partir de samedi, au Jardin botanique de Montréal, pour le mois d'octobre, il y a toujours une pièce de théâtre en lien avec le temps de l'Halloween. Et cette année, Nicolas et moi, on a eu le privilège d'adapter l'ouvrage Frisson se prépare pour l'Halloween en version théâtrale. Donc, dès samedi, la pièce de théâtre qu'on a écrite à partir du texte Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween de Mélanie Watt va être jouée à tous les jours au Jardin botanique de Montréal. C'est gratuit lorsque vous êtes entré au Jardin botanique. Donc, si vous avez la carte Accès Montréal, c'est gratuit. Si vous entrez au Jardin botanique pour le visiter, c'est gratuit aussi. On va voir, nous, la générale vendredi. On n'a pas encore vu comment la pièce a été. On a fait l'adaptation théâtrale, mais on n'a pas vu comment les comédiens, comment l'équipe de scénographie a adapté la pièce. On a vraiment hâte de voir ça. Donc, c'est aussi un ouvrage à ressortir. Là. Ressortez votre Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween ou allez vous procurer Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween parce que l'Halloween s'en vient. Une fois que vous aurez terminé avec Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween, allez vous chercher Frisson l'écureuil se prépare pour Noël parce que vous allez pouvoir continuer avec la prochaine fête. On vous souhaite vraiment de découvrir aussi les surprises que Frisson l'écureuil trouvera dans sa boîte. On a une question de Daniel. Votre micro. Non, excusez-moi, vous allez devoir activer votre micro. Ah, voilà. OK. Excusez. Étant donné que tu disais que Frisson l'écureuil, c'est un anxieux, est-ce qu'on pourrait les présenter pour les autistes qui ont besoin de toujours rester dans leur routine particulière ou? Au niveau des thématiques, je pense que oui, je pense que c'est intéressant. Après, j'imagine que ça dépend du niveau d'autisme et du type de lecteur qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des images qui sont souvent foisonnantes d'informations. Okay, Donc, ça dépend. Vois. Il y a des personnes autistes qui vont être capables de tout capter l'information, puis qui vont aller capter aussi le degré d'anxiété de frisson. Dans d'autres cas, peut-être que l'image, elle est très chargée. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, ça dépend. Frisson l'écureuil, c'est un personnage qui est anxieux et pour qui l'anxiété est comme un frein à essayer de nouvelles choses. Okay. Par contre, les personnages autour de lui vont souvent l'amener à finalement essayer ce qu'ils ne voulaient pas essayer. Donc, c'est vraiment des bons accompagnateurs. Et aussi, Frisson, c'est un personnage qui va vivre le plus de drames à cause de sa peur. Dans le fond, c'est parce qu'il a peur des choses qu'il va avoir des mésaventures. Donc, il y a ça aussi, il y a ce deuxième niveau-là, peut-être qu'il faudra accompagner certains des jeunes à comprendre que ce qui lui aura le plus nui, c'est qu'il avait peur. Dans le fond, la surprise, s'il avait juste ouvert sa boîte, il aurait vu que c'était une belle surprise. Là, il avait tellement peur d'ouvrir sa boîte que ça lui a pris des jours et des jours à essayer de fomenter des plans pour finalement se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était bienveillant pour lui. Donc, je me disais peut-être que c'est un bel exemple. L'élève autiste pourrait s'identifier à Frisson, mais ce que j'ai vu, c'est peut-être un petit peu moins, là, étant donné, comme tu dis, beaucoup de textes, puis... moi, je dirais que ça dépend vraiment du type d'élève, du type d'autisme aussi de l'élève, parce que certains vont bien pouvoir le saisir, puis d'autres vont avoir besoin d'accompagnement peut-être pour ça. Super, merci. De rien. Alors, voilà, on a conclu notre présentation pour les ouvrages publiés aux éditions scolastiques. J'espère que vous aurez découvert des livres qui vous accompagneront au cours des prochaines semaines et des ouvrages aussi qui pourront permettre à des enfants de se voir et d'être représentés dans les livres. Nicolas, as-tu un mot à ajouter avant qu'on termine? Mais encore là, on voit que la maison, leur mission et leur ligne éditoriale, c'est vraiment synonyme d'émotion, de réflexion et de
pas grandir, mais vraiment de quête identitaire. Que ce soit Frisson qui est en quête de se trouver, puis de trouver des moyens à faire ça. Le mot quête est vraiment présent, je pense, tant dans les albums, les romans que tous les BD de la maison d'édition. Et c'est important parce que les auteurs réussissent à se mettre au niveau des yeux des jeunes qu'ils visent avec leurs écrits. Et puis ça, c'est vraiment un tour de force qui fait en sorte que ce sont des livres qui sont appréciés, qui deviennent populaires, tant chez les jeunes que chez ceux qui travaillent avec les jeunes, comme vous et moi, et ce n'est pas pour rien. Donc, merci d'avoir voyagé avec nous dans notre délire scolastique et surtout, on se retrouve dès 13h et cette fois-ci, on plonge dans le monde des ados ou des grands enfants. C'est ça, long. À très bientôt.